Alors, dans cette journée, nous avons commencé donc avec le sujet hotline, un des éléments de travail coordonné ville-hôpital, notamment au service des personnes âgées, qu'on a longuement regardé. On a ensuite identifié un certain nombre d'innovations de coordination au service des personnes âgées sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, donc allant de la prévention avec ICOP jusqu'au cas complexe. Donc, on a vu tout ce champ. On a vu que tout ceci concernait beaucoup d'acteurs, hein, potentiellement en tout cas, et que d'ailleurs, on l'avait vu aussi quand il y avait le petit quiz, enfin, donc avec tous les mots que vous avez évoqués sur coordination personnes âgées, avec tout ce que ça comporte. Et dans le monde sanitaire, mais aussi, et ça a été un peu évoqué, on va revenir sans doute aussi un peu dans le monde du sanitaire et du social, puisqu'une des particularités des personnes âgées, c'est souvent aussi les sujets sociaux, les sujets de précarité, les sujets d'isolement. Et donc, en cette fin de réflexion, pour cette journée en tout cas, évidemment le sujet c'est comment structurer tout ceci dans le long terme. Je pense que tout le monde est convaincu qu'il faut aller plus loin, que c'est vraiment essentiel pour notre système de santé, pour les personnes âgées. Et donc on va essayer, dans cette table ronde que je vais simplement animer, de donner la parole à différents acteurs pour voir leur vision d'une meilleure structuration de l'action donc au service des personnes âgées. Alors, Raphaël Glaby, donc à ma gauche, directeur autonomie ARS, et je lui donnerai sans doute la parole en premier, puisque un des rôles de l'ARS, c'est quand même effectivement de faire travailler les acteurs. En rejoignant la qui avait été avec moi, et je lui donnerai la parole. Évidemment, c'est quand même très intéressant d'entendre la parole du directeur des PHL sur cette question de la structuration et la façon dont il voit demain le rôle de l'hôpital dans cette structuration donc au service des patients et notamment des personnes âgées. Nous avons avec nous aussi Anne-Pierre Curie, à la droite, qui est responsable de la situation des médecins coordinateurs d'EHPAD 69, donc le médecin coordonnateur EHPAD, évidemment le médico-social, médecin coordonnateur, donc c'est sa vision sur une forme de meilleure structuration. Nous avons Prudence Gilbert. Ah oui, pardon, excusez-moi, je suis sur le programme qui est effectivement. Donc, et donc la vision, du coup, une vision on évoquera de la coordination sur un point qu'on a on a parlé lors de cette journée, c'est la diapolitique, effectivement, de conservation médicamenteuse, c'est quand même un des sujets, enfin, à mon sens, c'est plus essentiel pour éviter les hospitalisations médicales, médicales. Et puis, on peut des mains sardiées, qui fait dans le détail, en Auvergne, et évidemment, c'est quand même très utile d'entendre le point de vue des dispositifs d'appui à la coordination sur cette structuration. Pour moi, évidemment, les DAC, c'est un élément justement de la structuration. Donc, mais où on en est et comment travailler avec l'ensemble des acteurs. Voilà, enfin, c'est aussi l'ensemble des questions qu'on va essayer d'évoquer dans cette table ronde. Et je donne tout de suite la parole à Raphaël Gaby donc, sur cette vision de structuration donc, au service des personnes âgées. Merci, Monsieur Libaud. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole pour associer à cette réflexion, à cette table ronde. Alors, bon, je pense qu'on peut partir d'un constat très, très simple, c'est le fait de les professionnels, les usagers, les familles, tout le monde s'accorde sur quelques constats basiques. L'accroissement du niveau de dépendance des personnes âgées,
les aspirations des personnes à vieillir chez elles, à domicile, en bonne santé, la recrudescence des maladies neurodégénératives, euh, la raréfaction des ressources humaines. Donc, il y a toute une série de constats qu'on a pu dresser ces dernières années qui appellent en fait une transformation profonde du système qui a vocation donc à accompagner, à accueillir, à accompagner, à soigner les personnes âgées. Alors, comment adapter les organisations et le système dans son ensemble pour répondre à ces enjeux? Alors, il y a trois enjeux principaux identifiés clairement. Le premier consiste à améliorer la continuité des parcours de santé. Alors, quand on parle de parcours, souvent on a dans l'esprit deux points linéaires, enfin un parcours linéaire d'un un point de départ, un point d'arrivée. Mais en fait, l'idée sous-jacente à ça, c'est, pour la résumer dans un langage très simple, c'est la bonne intervention au bon moment. Et ça, on le voit bien à travers les exposés qu'on a eu tout à l'heure, que les ruptures de parcours peuvent être fréquentes en fait parce que l'organisation n'est pas adaptée, n'est pas faite pour justement proposer la bonne intervention au bon moment. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu consiste à rénover l'offre pour mieux accompagner la grande dépendance et les besoins croissants en soins des personnes âgées. Donc on le voit bien aujourd'hui. Alors je porte la réflexion essentiellement sur l'EHPAD, c'est un sujet sur lequel j'ai le plus travaillé. On voit bien que l'EHPAD aujourd'hui peine à faire face à cette dépendance accrue et à ce besoin accru en soins. Et donc il a besoin justement de s'inscrire dans un système qui est à même qui peut proposer, on va dire, des prises en charge adaptées. Enfin, dernier enjeu, c'est réussir le virage domiciliaire. Donc, on le voit bien, aujourd'hui, les statistiques sont très parlantes, sont éloquentes. L'âge d'entrée en EHPAD est très tardif, donc les personnes restent le plus longtemps possible à domicile et pour autant elles ont besoin de soins croissants. Alors, une fois qu'on a posé ces trois enjeux, comment progresser dans la réflexion? Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour répondre à ces enjeux? Alors, les axes de réflexion sont très nombreux. Alors, je vais centrer mon propos sur quatre axes principaux. Alors, le premier concerne les EHPAD. Donc, les EHPAD accueillent aujourd'hui une population dont l'état de santé nécessite de plus en plus de soins. Et donc, comment faire pour que l'EHPAD puisse justement être en capacité de prendre en charge ces soins? Alors, je reviendrai sur les articulations, bien sûr, avec son environnement extérieur, mais déjà, en intra, l'EHPAD a besoin d'une médicalisation plus accrue et donc on voit bien qu'il est confronté aujourd'hui à une problématique de démographie médicale. La problématique des ressources humaines vient percuter, on va dire, le bon fonctionnement des EHPAD, non seulement des EHPAD, mais toutes les structures de soins. Qu'il s'agit du domicile, du sanitaire, du médico-social, etc. Deux axes deux pistes de travail. Alors, l'une est plutôt réglementaire ou qui a été mise en œuvre, c'est de solvabiliser les établissements pour qu'ils aient plus de médecins coordonnateurs, plus de temps de médecins coordonnateurs. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on fait le constat malheureusement que 30% des EHPAD n'ont pas de médecin coordonnateur. Et donc, ça complique considérablement la prise en charge médicale de cette population. Et puis, la deuxième piste, c'est de renforcer la présence infirmière de nuit dans les EHPAD. Et dans notre région, on a commencé à déployer cette offre depuis 2018 et aujourd'hui, on peut faire le constat que pas loin de 50% des places d'EHPAD de la région sont couvertes par une présence infirmière de nuit, ce qui améliore considérablement les choses pour ces structures parce que ça contribue aussi à réduire les hospitalisations inadaptées ou évitables. Ça permet de sécuriser les équipes de nuit, ça permet d'améliorer la qualité, la sécurité des soins dans ces structures. Ça, c'est un premier axe de réflexion. On ne l'a pas épuisé, bien sûr, il faut poursuivre la réflexion sur comment faire en sorte que l'EHPAD soit
mieux dotés en cette capacité de soins. Un deuxième axe, et c'est là où on rejoint le sujet, le fil conducteur de cette journée, qui concerne les interactions, la coopération de l'EHPAD avec son environnement. Alors, trois éléments à avoir à l'esprit et quand on parle de mécanismes de coopération entre les acteurs du système de santé au niveau des territoires, c'est d'abord des interventions de tout à l'heure l'ont très bien montré, c'est comment faciliter l'accès à l'expertise gériatrique. Ça, c'est un élément fondamental. On va dire l'EHPAD ne peut pas à lui seul, et l'EHPAD et ses professionnels n'ont pas cette capacité, on va dire, d'avoir. Aujourd'hui, c'est impressionnant ce qu'on demande aux soignants dans un EHPAD. On leur demande d'avoir des connaissances très approfondies sur plusieurs sujets. Ça, on le demande à personne d'autre, hein, par ailleurs. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on l'ait toujours en toile de fond. Et faire en sorte que cette expertise gériatrique soit facilement accessible. Malheureusement, on voit à travers l'exposé du docteur Lafay tout à l'heure, quand on voit cette carte, malheureusement, où on a des équipes mobiles qui sont seulement intra, d'autres sont intra-extra, d'autres sont tournées vers les EHPAD et pas vers le domicile. Enfin, on a toute une mosaïque de situations et je pense que parmi les pistes de réflexion, parmi les éléments qu'il faut absolument prendre en compte, c'est comment on harmonise tout ça et on évite cette rupture d'équité assurer un traitement équitable pour les territoires. Pourquoi les Cantaliens n'auraient pas les mêmes soins que les Lyonnais ou les Grenoblois? Donc, je pense que c'est une réflexion de fond à avoir et je crois qu'on a tous une responsabilité collective. Alors, on a fait le constat que ce n'est pas une question de moyens, puisque les enveloppes budgétaires sont allouées aux structures, mais par moment, il peut y avoir des choix différents qui sont faits. Et donc, il est de notre responsabilité d'avoir un débat sur ce sujet-là. Donc, premier point, l'accès à l'expertise gériatrique. Deuxième élément, et on l'a vu, la crise sanitaire a été a démontré l'utilité des dispositifs mobiles. Donc, comment encourager, renforcer les dispositifs hors les murs. Et on voit bien lorsque ces ressources ont été garanties et organisées dans notre région, eh bien, on a pu passer le cap sur certains sujets liés, par exemple, à la crise sanitaire. Je pense particulièrement aux équipes mobiles d'hygiène dans notre région qui couvrent l'intégralité de la région. Depuis 2000, on a commencé ce déploiement en 2013-2014 et aujourd'hui, tous les EHPAD de la région, quasiment tous, ont accès à une équipe mobile d'hygiène. Et ça, je pense que c'est un élément très, très important en termes de sécurité, de prévention du risque infectieux, ainsi de suite. Alors, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Quand on parle de mobilité, il y a cette question-là, il y a les équipes mobiles de soins palliatifs. Et donc, il y a nécessité de promouvoir, faire en sorte que ces équipes, ces ressources puissent se projeter, on va dire, vers les EHPAD. Alors là aussi, deuxième enseignement qu'on peut rajouter au premier, qui consiste à... Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait qu'on harmonise les fonctionnements des équipes mobiles gériatriques. Alors, deuxième piste de réflexion, puisqu'on est en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faciliter la coopération sur le long terme. Deuxième élément, c'est réfléchir sur le modèle économique de ces structures. Généralement, quand on regarde la cartographie aujourd'hui au niveau national des équipes mobiles d'hygiène, il se trouve dans notre région, à l'époque c'était Rhône-Alpes, eh bien on a fait le choix localement de solvabiliser ces équipes, de faire en sorte que tous les EHPAD puissent en bénéficier. On poursuit, aujourd'hui on est en train d'étendre le dispositif au secteur du handicap. Mais par contre, le financement, ça reste un financement qui trouve sa source dans un fonds d'intervention régional. Ce n'est pas une dotation pérenne sur laquelle peut compter l'hôpital pour organiser ses équipes mobiles
voilà, d'hygiène. Donc, il y a une nécessité d'avoir une réflexion sur le modèle économique de ces structures, comment finalement inscrire ces missions dans les missions de l'hôpital et les solvabiliser autrement. Troisième élément sur les mécanismes de coopération, mais ça a été dit tout à l'heure, on a pensé à la question des passages aux urgences. C'est un élément, bon, je ne vais pas revenir sur Epure, hein, c'est un projet qu'on a initié depuis 2018, qui a été stoppé, on va dire, par la crise sanitaire, mais je vois que les choses ont été remises en route et on va poursuivre cette réflexion et ce travail avec l'équipe qui porte le projet Epure pour le porter pour le généraliser et justement, tout à l'heure j'ai posé la question de l'évaluation, donc il faut qu'on travaille sur son évaluation. Mais cette question de passage, les passages aux urgences, c'est une problématique cruciale pour notre système de santé parce que on voit bien, quand on regarde les chiffres juste avant la crise sanitaire, sur les 2 200 000 ou 2 500 000 de passages aux urgences, à peine 37 000 viennent des EHPAD. Donc ça fait 1,4 ou 1,5%. En nombre, ce n'est pas grand-chose comparé aux passages qu'on peut observer, mais ce sont des passages qui sont très consommateurs de moyens, de ressources, qui sont délétères pour le sujet âgé, et on voit bien comment ça peut perturber le fonctionnement des organisations hospitalières, et donc il est nécessaire de porter la réflexion sur justement comment fluidifier l'accès aux hospitalisations sans passage par les urgences, parce que la plupart des hospitalisations aujourd'hui, à peu près 2/3 des hospitalisations des sujets de plus de 75 ans, sont précédées d'un passage aux urgences. Et donc ça, c'est quelque chose sur laquelle il faut porter l'attention. Donc de façon générale, je vais bientôt conclure, de façon générale, nous pouvons faire constat que la coopération donc EHPAD hôpital a été renforcée. Les preuves sont éloquentes hein, pendant la crise sanitaire, mais il faut continuer justement de faire en sorte que ces cloisonnements soient levés et que les acteurs sur un territoire puissent faire système autour de cette question-là. Et donc, au moment où nous sommes en train de travailler sur un nouveau schéma régional de santé, nous sommes en train de réfléchir sur comment, par exemple, faire en sorte que sur chaque territoire, ces coopérations soient formalisées de manière très concrète et comment, si on est, ce qui a été l'exception pendant la crise sanitaire devient en quelque sorte la règle. Alors, pas dans l'intégralité de ce qui a été fait, mais en tout cas, qu'on ait une certaine fluidité dans la relation, dans la coopération entre l'hôpital et la ville et l'EHPAD, et dans les deux sens. Je pense aussi à la question des sorties d'hospitalisation. L'EHPAD peut aussi jouer un rôle dans ce parcours-là, puisque on commence à accompagner les EHPAD dans la solvabilisation des séjours des personnes sortantes de l'hôpital. Donc l'ARS aujourd'hui paye à la place des usagers le forfait qui reste, enfin pour réduire en fait le reste à charge pour ces sorties. Peut-être un dernier mot pour conclure, le troisième axe de réflexion, c'est la place de l'EHPAD aujourd'hui. Alors, juste signaler que la place de l'EHPAD est en évolution. Aujourd'hui, on est en train de déployer on donne une autre mission à l'EHPAD, il devient centre ressources territoriales, c'est-à-dire qu'il s'ouvre sur le domicile avec des missions d'accompagnement à domicile. Et donc aujourd'hui, on a 5 centres ressources qui ont été déployés entre l'année dernière et cette année. Là, on va poursuivre avec le déploiement d'une douzaine de centres. Et donc, on continue à mailler le territoire avec ces centres ressources. Donc, simplement, non pas que ce soit un scoop, mais en tout cas, dire que nous sommes invités aussi à réfléchir sur la place de l'EHPAD dans l'offre et dans le système d'accompagnement des personnes âgées. Voilà ce que je peux dire, mais on peut revenir sur... Merci beaucoup, Raphaël. Merci sur cette vision assez structurante, effectivement,
évolutions à partir notamment du rôle de l'EHPAD, mais qui, on voit bien, effectivement, fait bouger aussi le rôle enfin, des autres acteurs. Et alors, je vais me tourner vers Raymond. Enfin, avec d'ailleurs, vous pouvez dire tout, enfin, le sujet est immense, mais notamment Raphaël a évoqué le fait que, bon, et on l'a beaucoup entendu dans cette journée, évidemment la crise sanitaire, tout le monde le sait, a réveillé un certain nombre de coopérations. Quand on est sur le sujet de structuration, tout a l'impression aussi que justement on a su tirer des leçons et que effectivement l'élan se poursuit ou que donc où c'est un peu compliqué quelquefois. Ensuite, on voit l'hôpital a besoin certainement que n'arrive pas chez lui, effectivement, ce qui peut être traité ailleurs. Et donc, effectivement, il a une certaine attente vis-à-vis d'une prise en charge, certainement du côté ville médico-sociale, mais sans doute celle-ci ne peut se faire sans un minimum d'expertise. Voilà où on en est et pour vous, quelles sont les pistes et les leviers, ou peut-être aussi les attentes? Qu'est-ce qu'il faut demain pour structurer? On a parlé un peu des financements, des organisations, des cultures aussi, peut-être, des formations aussi, des professionnels. Enfin voilà, votre point de vue. Admettons que... Entendez... Voilà. On admet tous que le CHU n'a pas vocation à tout faire, que l'hôpital n'a pas vocation à tout faire, dit autrement, il n'est pas la réponse à toutes les questions fondamentales de l'évolution de notre système de santé et plus largement de notre système social. Ceci étant rappelé, il n'empêche qu'il faut sortir des logiques de cloisonnement, des logiques de trop grande fragmentation de nos organisations et de notre façon de penser, de notre façon de former les acteurs. Classiquement, un CHU, quand il structure sa discipline de la gériatrie, il s'interroge sur c'est quoi une offre distinctive en termes de médecine aiguë du vieillissement, comment il structure un certain nombre de filières très spécialisées, il choisit celles sur lesquelles il peut investir, et il essaie de se mettre à la tête d'une base de données qui lui permet de travailler sur des protocoles de recherche, des études observationnelles et de nourrir des éléments qui permettent d'avoir une boucle positive sur ce qui peut être fait. Et alors après, le stade le plus ultime, c'est le stade où on peut travailler à la fois sur des biomarqueurs, c'est-à-dire une stratification de la population, des cibles thérapeutiques, et on ensemble tout ça avec des nouveaux métiers, de l'intelligence artificielle. Bon. C'était pour faire rêver mes PH et mes PUPH. On va y arriver. Alors pour répondre quand même de façon un peu plus maintenant pragmatique, et parce que notre monde est un monde quand même très complexe et sur lequel il faut... moi je pense fondamentalement qu'un système ne peut avancer que grand 1 s'il se fixe des objectifs. Grand 2, s'il admet qu'il y a de nouvelles organisations. Autrement dit, pas uniquement réfléchir sous forme, il y a des EHPAD, il y a des maisons de santé, il y a d'autres formes d'organisation des soins. Grand 3, il y a de nouveaux métiers ou de nouvelles pratiques professionnelles, et donc il faut les reconnaître, les valoriser. Et grand 4, il faut des intérêts à agir financiers. Il y a qu'à un moment donné, il faut quand même garantir un effet revenu aux équipes, aux acteurs qui font effort, et pas forcément le CHU. Et à partir de là, me semble-t-il qu'on peut déployer une stratégie à l'identique de ce que l'agence essaie de déployer, ou l'État va essayer de déployer, mais à la limite que les établissements de santé peuvent aussi documenter en essayant de ne pas être uniquement en stratégie. J'attends la commande de l'État et je suis bon élève, je réponds à la commande de l'État. Des organisations de soins, des organisations de prise en charge, des structures ambulatoires doivent essayer d'être innovantes. Donc, si on admet mon classement, on a le droit de dire que dans un territoire, dans une région, il y a des objectifs très pragmatiques qui ont été documentés par des travaux d'évaluation, des travaux d'analyse, pour lesquels on dit, voilà, je considère que s'il y a un taux de recours anormal la nuit et le week-end de personnes âgées de plus de 75 ans qui sont prises en charge dans des structures d'hébergement, et quelque chose qui ne va pas, et il doit y avoir des niveaux d'alerte et de réaction, de mobilisation d'une communauté avec un chef de fila.
On peut également avoir des objectifs sur un programme de médicalisation du sujet âgé, comment je travaille sur de la iatrogénie. Il y a des travaux de la haute autorité très puissants qui ont été réalisés en la matière. Autrement dit, le champ qui est le nôtre, le champ de la prise en charge de la personne âgée, se prête admirablement à la fixation d'objectifs, de repères pilotés par une communauté professionnelle ou pilotés par un chef de fila qui représente la puissance publique. Deuxième point, c'est on a le droit de penser autrement. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'on admette que la notion de, on a parlé ce matin d'outline, mais la outline, c'est pas une organisation de surcroît, c'est un métier à part entière, c'est une organisation. Et donc, les acteurs qui s'y engagent doivent être reconnus en tant que tels. Il faut la pérennité, il faut assurer évidemment le fait que tout cela n'est pas le résultat d'une surmobilisation ou d'une réponse conjoncturelle à un état de crise ou un état de stress. C'est une façon de penser et de s'organiser autrement. L'équipe mobile, même si dans le secteur de la personne âgée, on est un peu plus en avance que dans d'autres secteurs, et heureusement, mais c'est quelque chose qui a encore pensé de surcroît, c'est-à-dire qui n'apparaît même pas dans des organigrammes, qui n'apparaît même pas comme une forme naturelle d'intervention. Et l'équipe mobile, ce n'est pas l'apanage d'un médecin. L'équipe mobile, vous avez d'autres ressources, d'autres métiers qui sont embarqués pour être des acteurs d'équipe mobile. Et vous avez d'autres façons d'organiser quand vous entendez des expressions de cellules de programmation ou des cellules d'appui à la sortie, sans contrarier et sans être en profitant des dispositifs d'appui à la coordination. Vous avez plein de nouvelles organisations, à nous de les maîtriser et de les apprendre. Le troisième point, c'est les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers, c'est on admet qu'un infirmier de pratique avancée, ce n'est pas uniquement la réponse à une aspiration individuelle d'une personne qui a une appétence à aller plus loin dans la maîtrise d'un référentiel de compétences ou d'activités. C'est une forme comme une autre où l'on interroge de nouveaux métiers, y compris en termes de reconnaissance, que ce soit sous forme de protocole de coopération, y compris, et je le dis ici, sous la forme de délégation de tâches à des aides-soignants. On peut aller beaucoup plus loin et sans être pour autant à prendre des risques par rapport au code de la santé publique et au référentiel d'exercice, métier qui a été le mien pendant des années et des années. Et le quatrième point, c'est qu'il faut toujours créer un intérêt à agir financier, c'est-à-dire à un moment donné, évidemment, il faut que cette façon de faire, à un moment donné, rencontre un écho favorable, soit auprès de financeurs, soit en considérant que c'est aussi à l'établissement, à l'organisation collective de dégager de la ressource nécessaire. Alors pourquoi et quel intérêt serait-il? Moi, je pense que, je le dis ici très clairement, le CHU qui demain va se distinguer, c'est le CHU qui aura su prendre des risques sur sa capacité à se fixer des objectifs supplémentaires à ceux que la puissance publique lui impose. C'est le CHU qui sera innové sur des nouvelles organisations. C'est le CHU qui n'attendra pas que la faculté de médecine ou que l'université réingénierie des formations pour reconnaître des nouveaux métiers. Et c'est un CHU qui sera capable d'utiliser ses ressources et de les réinjecter de façon intelligente. Et en faisant ça, je ne prends aucun risque parce que le système de santé est un système de santé qui va conduire les CHU à réfléchir sur une nouvelle façon de penser sa rémunération, puisque tout le monde sait qu'il y a une ligne de fonds naturelle dans tous les pays occidentaux où le système hospitalier et de façon plus large, les organisations de soins vont être rémunérées sur la base d'un triptyque qui sera une dotation à l'activité assez classique, une dotation populationnelle et une dotation beaucoup plus qui va rémunérer des activités très spécialisées qui nécessitent des plateaux techniques très spécialisés. Et en disant ça, je ne fais pas uniquement le techno de service, parce que si je vous dis qu'il y a une dotation populationnelle qui, à un moment donné, va venir traduire la responsabilité d'un établissement, ça veut dire qu'en fait, un établissement, contrairement à ce qu'il est dit, ce n'est pas uniquement la responsabilité de ce qu'il fait dans son établissement, dans ses murs. On va demander aux équipes médicales de développer une intelligence, une nouvelle culture qui est celle de la pratique coopérative, d'une responsabilité qui sera une responsabilité populationnelle, qui sera une responsabilité partagée. Ceux qui disent qu'il revient à l'hôpital de rester entre ses murs ont tort, mais ça veut dire que l'hôpital doit assumer
de porter un autre discours, une autre façon de faire, une autre façon aussi de donner confiance, qui n'est pas donner confiance par la capacité à répondre à des stratégies ou à des demandes d'expertise, mais aussi à créer du lien. Et puis après, le lien, ça ne veut pas dire que c'est aux hospices ou au CHU d'être le leader. Il y a d'autres métiers, d'autres chefs de file qui peuvent être inventés et qui seront différents dans les territoires. Et ma coquetterie, pour momentanée, consiste à dire, je crois qu'en fait, la structure ou les structures qui doivent évoluer le plus, ce sont bien les EHPAD, les structures médico-sociales. Il y a une vraie révolution dans notre pays à faire sur, non pas forcément perdre son autonomie pour perdre son autonomie, mais il y a un vrai problème de planification, de restructuration de l'offre médico-sociale dans ce pays, et il y a un vrai problème de restructuration de l'offre domiciliaire, c'est-à-dire la capacité d'accompagner la personne âgée ou le malade chronique à domicile avec toute une série de prestations. Et ça, c'est un enjeu incroyable qui nécessite évidemment beaucoup d'ingénierie. Merci beaucoup Raymond. Alors préparez vos questions à Raymond, mais néanmoins je vais poursuivre la table ronde. Ensuite les questions, je pense qu'elles peuvent être aussi adressées aux uns et aux autres, et on voit effectivement ces réflexions sur comment on structure demain. Enfin, pour la suite, peut-être vraiment, enfin, une question de ma part. Vous avez vous-même dit, effectivement, il faut peut-être des nouvelles organisations pour penser ça. Vous avez, le CHU doit réfléchir. Est-ce que les structures pour que le CHU réfléchisse avec d'autres acteurs, elles existent aujourd'hui suffisamment? Est-ce qu'il faut imaginer d'autres organisations pour que cette réflexion existe? Est-ce que, et un peu aussi dans ma question, enfin, on voit qu'il y a des équipes très mobilisées au sein aujourd'hui du CHU pour justement aller vers les équipes mobiles et tout ça. Mais sans doute, un des objets, c'est que une plus grande partie des communautés hospitalières elles-mêmes participent à ça. Donc, comment faire? Voilà, enfin, mes questions pour la suite. Mais je vais donner la parole. Alors, pour compléter, avec un exemple précis, vous avez parlé d'ailleurs de iatrogénie, à Armance Grévy, donc pour illustrer peut-être sur un sujet vraiment très important, on en a assez peu parlé, effectivement, qui est le médicament. Donc, à la fois le constat et puis la façon de voir la structuration demain pour mieux travailler sur ce sujet de la iatrogénie. Merci. Armance Grévy, je suis donc pharmacien au CHU de Grenoble. Je travaille en pharmacie clinique dans les services de gériatrie et sur tout un projet territorial en lien avec les EHPAD de notre filière gérontologique, dont je vais vous dire un mot juste après. Effectivement, je suis contente qu'on parle de médicaments dans cette journée sur les patients âgés. Vous le savez certainement tous, mais les études considèrent qu'entre 10 et 20% des hospitalisations des patients âgés sont dues à de la iatrogénie médicamenteuse. Donc, il y a tout un champ qui a déjà un peu été investigué, mais à continuer d'investiguer, d'autant plus qu'une bonne partie de ces hospitalisations sont considérées comme évitables. Donc, on résoudra peut-être une petite partie du problème soulevé dans les tables rondes précédentes en travaillant aussi sur cette iatrogénie médicamenteuse. Pour dire un mot plus spécifique et pour illustrer effectivement sur le territoire de Grenoble, mais sur deux autres territoires de la région, Saint-Étienne depuis peu, et puis sur le territoire d'Annecy, on déploie une expérimentation qui est d'ailleurs financée par l'ARS d'optimisation de la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé, qui a deux versants, un versant sanitaire sur lequel je ne reviendrai pas, ce n'est pas forcément le lieu ici, et un versant médico-social. L'objectif étant vraiment d'accompagner les EHPAD sur la prévention de la iatrogénie médicamenteuse avec un accompagnement sur le circuit du médicament. En tant que pharmacien hospitalier, on se déplace dans les EHPAD pour les aider sur tout l'aspect très pratico-pratique du circuit du médicament qui peut être à l'origine d'erreurs de médicamenteuses et donc de iatrogénie et d'hospitalisation derrière, notamment tous les aspects d'administration des médicaments, puisqu'on sait que de plus en plus, les aides-soignants qui n'ont pas forcément beaucoup de formation initiale interviennent sur cette étape-là et qu'il y a une nécessité d'encadrer et d'aider à sécuriser ce circuit. Et puis, tout un aspect optimisation des prescriptions. Dans le cadre de cette démarche, en binôme avec les gériatres du CHU, on propose très largement des formations aux médecins généralistes et aux pharmaciens d'officine intervenant dans les EHPAD, dans l'objectif vraiment qu'ils puissent être le premier recours et qu'ils aient toutes les billes pour faire de la réévaluation d'ordonnance optimale, on va dire, et éviter de la iatrogénie. Et puis, on a réfléchi aussi cette structuration avec cette analyse peut-être de premier niveau qui peut être fait en soins communautaires, etc. Et la manière dont ils peuvent avoir recours ensuite à l'avis, on va dire, un peu plus d'expertise hospitalière, donc de gériatre hospitalier et de pharmacien hospitalier sur de la réévaluation d'ordonnance qui serait plus complexe notamment. Donc on se situe complètement dans le champ de la prévention
que certains soulignaient, dont certains soulignaient l'importance avant. Sur la structuration, sur du plus long terme, la vision un peu de ça, je pense vraiment qu'il faut qu'on investisse plus ce champ de la iatrogénie. Je pense que les pharmaciens d'officine, on n'a pas beaucoup parlé des pharmaciens aujourd'hui, mais les pharmaciens d'officine ont aussi un rôle à jouer certainement aussi dans cet appui très territorial de premier recours, avant le recours même plus hospitalier sur toute cette prévention et ces réévaluations des prescriptions. Et puis, je pense que c'est un bon champ aussi pour travailler ensemble. On l'a vu sur notre territoire, ce projet s'est déployé avant la crise Covid. Et par ce biais, finalement, de la réévaluation d'ordonnances et tout ce travail autour du médicament, on se connaissait déjà bien entre les EHPAD et le CHU, ce qui nous a beaucoup aidé au moment de la crise Covid, sur toute la coordination aussi de la vaccination, sur plein d'aspects sur lesquels les EHPAD étaient très en demande. Et puis là, je parle beaucoup d'EHPAD, mais mon envie pour la suite, ce serait aussi qu'on élargisse ce champ-là de l'ambulatoire plus général, pas que les patients en EHPAD, pas que les résidents d'EHPAD, mais bien sûr avant, si on veut éviter les hospitalisations, il faut agir finalement très en amont. Et puis, c'est aussi toute la question de la pérennisation que vous évoquiez les uns ou les autres. Les projets sur la prévention de la iatrogénie, il y en a qui se déploient dans pas mal de régions françaises. Il y a assez peu de choses qui sont pérennisées. C'est souvent au stade d'expérimentation, avec des financements pas forcément sur du long terme. Et du coup, ça rend difficile aussi le fait de se projeter, parce qu'on construit les choses, on construit les liens, et puis les financements parfois s'arrêtent. Voilà, en quelques mots sur ce champ de la iatrogénie. Merci. Alors, quand il y a comme déjà des questions, enfin, n'hésitez pas éventuellement, hein, mais ensuite on pourra reprendre un peu globalement ces sujets. Mais si sur la iatrogénie il y avait des questions, n'hésitez pas. Mais sinon, je vais passer la parole. Alors donc on a pas mal parlé d'EHPAD hein, depuis le début, Anne Carpuri, voilà, responsable de l'association des médecins coordinateurs d'EHPAD 69. Votre vision, alors vous, sur l'évolution du rôle de l'EHPAD et du médecin coordonnateur notamment. Alors, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, il y a quand même très peu de gens de la population très âgée qui vit en EHPAD. Vous savez combien à peu près? 8%, 9%. On est d'accord? Alors, cette population, elle est triée sur le volet, en général par un passage hospitalier d'ailleurs, avec des gens très âgés qui arrivent très tardivement, qui sont très polypathologiques, avec 7-8 pathologies chacun. En général, une maladie neurodégénérative ou vasculaire, cognitive en tout cas. C'est le combo gagnant, une petite maladie cognitive et une chute, un passage à l'hôpital, et puis pas de retour au domicile possible, entrée en EHPAD. Mais c'est une toute petite marge de la population. D'abord parce que personne n'a écrit dans son projet de vie « je vais aller en EHPAD ». Enfin, je ne sais pas si vous l'avez écrit, vous. Mais je vous demande aussi d'abord d'écrire vos directives anticipées. Parce que c'est compliqué, à 90 ans, dément, en EHPAD, de répondre à ces questions existentielles sur la vie et la mort, parce que clairement, la mort approche. On n'en a pas trop discuté jusque-là, hein, soyons clairs. Et on a une famille qui est quand même en demande d'une jolie mort, hein, quand même paisible, hein, dans la structure. Alors, sans directive anticipée, c'est compliqué. Avec, c'est déjà beaucoup plus simple, mais on est à moins de quoi, 1% de gens de 90 ans déficitaires qui ont des directives. Mais dans la salle aussi. Hein. Je ne fais pas lever les mains parce que je le fais à chaque fois que j'interviens, mais je sais que vous n'avez pas écrit vos directives anticipées. Donc faites-le, parce que c'est sûr que dans 30 ou 40 ans, vos proches, ils seront un peu embêtés, et en plus, ils auront quand même envie d'une belle vie paisible. En gériatrie, en EHPAD, on a une famille autour. On n'a pas seulement un résident, on a une famille. La famille de quelqu'un de 95 ou 100 ans, je vous laisse imaginer l'âge. C'est aussi quelqu'un de fragile, en fait, hein, qui a 65, 70, 75, 80 ans. Alors, comment on fait? Alors, il faut un réseau autour de chaque EHPAD
qui commence, à mon sens, par le médecin traitant, dont vous savez que nous manquons. Il y a à peu près 30% d'EHPAD qui n'ont pas de médecin, mais il y a aussi 30% des résidents dans la même EHPAD qui n'ont pas de médecin traitant. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, on a besoin de médecins, en fait. On a un problème médical. On a besoin de prescripteurs. On a besoin de gens qui analysent les ordonnances tous les mois ou tous les trimestres. Je suis d'accord pas mal avec le circuit du médicament qui est quand même un peu chaotique parfois. Donc, on a besoin de présence médicale, on a besoin de personnel, on a besoin de former ces personnels parce qu'il y a quand même un gros turnover de soignants aussi, d'infirmiers, d'aides-soignantes. C'est difficile de les fidéliser, donc il faut les former. Donc le réseau, ça commence par le médecin traitant et par tous ces liens qu'on a. Alors les hotlines, pour moi, ça a changé ma vie quand même depuis 10 ans, parce qu'on peut joindre un gériatre, en discuter et faire une décision un peu collégiale de est-ce qu'on a besoin d'une hospice, d'un passage à l'hôpital de jour, est-ce qu'on peut le garder sur place, mais si jamais ça se dégrade, on fait une petite visio avec le médecin du SAMU et on arrive à faire la fin de vie dans l'EHPAD. On a besoin de l'HAD qui peut intervenir ou intervenir si besoin, une HAD imminente. C'est top ça en fait, parce qu'en fait ça rassure les professionnels de l'EHPAD, ça rassure la famille, et puis ma vieille dame de 95 ans, elle a finalement le droit de mourir là, ce qui est l'objectif pour tout le monde en fait. On n'a pas du tout envie d'envoyer nos gens de 90 ans aux urgences. De temps en temps, ça reste nécessaire. Parce que parfois, un aller-retour aux urgences, ça permet d'avoir le plateau technique, et puis la personne revient, et on peut accompagner si on en est à la fin de vie, mais on n'est pas toujours en fin de vie, on n'est pas en fait non plus. Voilà. Donc pour moi, il manque de formation. Il manque, qu'est-ce que j'avais noté là? Il manque d'information aussi. En fait, les gens qui sont à cheval sur l'hôpital et à cheval sur l'EHPAD, comme ça arrive parfois, et comme on aimerait un peu développer des médecins qui soient coordonnateurs à mi-temps dans un EHPAD et médecins à l'hôpital d'un USLD. Les informations que l'hôpital détient, elles n'arrivent pas à l'EHPAD. Il y a 2 mots sur via trajectoire, parfois remplis par le médecin traitant, c'est une phase hospitalière, il n'a pas toutes les infos. Et tout ce qui est collecté dans le logiciel des hospitaux, je voulais dire aussi que on appelle le 15, parfois c'est en journée, quoi, c'est pas seulement la nuit. Et, parfois l'infirmière elle est seule en semaine et elle appelle le 15. Donc de temps en temps, on aurait envie d'avoir une réponse gériatrique du 15. Donc en fait, il faudrait que les médecos fassent une formation d'urgentiste, parce que globalement, moi je tiens la main de mes résidents, mais je les sauve jamais, ils meurent tous, quoi qu'il arrive. Et les urgentistes qu'on appelle, on aimerait qu'ils aient une orientation gériatrique, qui se souviennent qu'ils ont eu une grand-mère de 95 ans en structure, dont on a besoin qu'ils fassent quelque chose, quoi. Donc, il faudrait former un peu tout le monde. Les infirmières de nuit, ça a changé aussi la donne, mais ça reste du saupoudrage. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui est mutualisée sur 10 EHPAD. Ça fait une infirmière pour 800 lits. Moi, clairement, je ne signe pas le contrat. Qui peut imaginer surveiller 800 résidents d'EHPAD sur 10 structures différentes? Alors, dans la programmation, c'est formidable parce qu'on arrive à faire des prises en charge palliatives de qualité en faisant repasser une infirmière. C'est programmé, elle vient à 22h ou elle vient à 2h du matin. Elle peut refaire un bolus de Valium ou de morphine à quelqu'un qui est qui est en fin de vie. Mais sur l'urgence, c'est pas possible. Alors l'idée d'avoir une infirmière volante qui part du 15, c'est assez intéressant. La nuit, en EHPAD, 80 résidents, vous avez 2 personnes. Il y a une aide-soignante et une faisant fonction d'aide-soignante ou une ASH. Donc, c'est des gens qui ont quand même une formation minimaliste. Donc, et puis, si elle s'occupe de quelqu'un pendant 3 heures, les autres, il ne se passe rien pour eux. Donc, je pense qu'il faut penser à ces personnels d'EHPAD qui font un travail fantastique.
mais qui ont besoin d'aide. Il nous manque aussi un peu du social, de l'administratif. Parce que, en fait, dans les structures, comme les familles payent, enfin, comme le résident paye sa part, la part, elle est quand même assez lourde, hein, même dans les maisons qui sont habilitées à l'aide sociale. Le dossier d'aide sociale, il se monte une fois que la personne est dans l'EHPAD. Donc, l'EHPAD, quand même, valide que la personne pourra payer en attendant que l'aide sociale soit mise en place et qu'il n'y aura pas un refus du dossier d'aide sociale. Mais comment on fait ça tant qu'on n'a pas encore la personne, l'enquête sociale autour? Donc, on n'a pas d'assistante sociale dans l'EHPAD. Sur 60 ou 80 résidents, il y a 2-3 personnes dans l'administratif en tout, un directeur, un comptable, quelqu'un à l'accueil. Donc, en fait, cette partie administrative et sociale, elle manque pour faciliter les arrivées en EHPAD. Enfin, c'est ce que je ressens. Via Trajectoire, c'est selon mes maisons, là où j'interviens, c'est entre 500 et 800 demandes par an. On en fait entrer 20. Donc, on essaye de les choisir quand même. Mais quand même, ça reste compliqué. C'est-à-dire que vous avez un tout petit pourcentage des dossiers que je lis sur Via Trajectoire qui vont arriver dans ma structure. Donc, il y a quand même des critères géographiques, surtout, et puis aussi des pathologies qu'on pourra accompagner. La psychiatrie hors secteur, je vous déconseille d'accueillir quelqu'un qui est suivi sur un autre territoire. Le découpage psychiatrique, il est tellement compliqué que s'il arrive dans un EHPAD qui n'est pas sur son secteur, il n'y aura plus de suivi. Donc c'est non. Donc en fait, il y a encore pas mal de travail. Là, on est sûr qu'il y a encore pas mal de travail. Effectivement. Ensuite, c'est voir effectivement si collectivement on arrive effectivement à réfléchir ensemble pour dégager des solutions sur les territoires et aussi vraiment à susciter, à porter des réflexions nationales, parce qu'il y a une interaction entre national et local, effectivement, pour. Mais merci. Enfin, Alors, je voudrais dire un mot sur les pas de plateforme, de ressources, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Oui, parce que donc là, c'est effectivement un élément pour structure. On a parlé effectivement de l'expertise que l'hôpital peut amener sur le territoire, mais effectivement, c'est-à-dire qu'il faut que la population entre dans l'EHPAD sans trembler, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Personne ne va en EHPAD même prendre un goûter, quoi, parce que c'est la porte ouverte, quoi. Personne ne vient. En fait, les gens ont peur. Donc, en fait, il faut que la plateforme, l'EHPAD devienne plateforme pour dédramatiser l'affaire, parce qu'en plus, il y a des tas de maisons qui sont très chouettes ou avec des projets de vie et des gens qui y vivent très bien. Donc, si on entre dans notre tête qu'aller faire une formation de TP dans un EHPAD ou prendre des repas parce qu'on est un peu vieux et qu'on est dans le quartier, eh ben, ça ne va pas nous tuer, quoi. Je veux dire, ça va pas. Il faut que l'EHPAD ouvre ses portes sur l'extérieur. On a besoin de faire entrer l'hôpital, mais on a aussi besoin de faire entrer la population qui est terrifiée, en fait, de cette idée. Merci. Merci. Alors, vous avez commencé, enfin, d'autres en ont parlé, mais vous avez reparlé aussi du lien sanitaire social et de l'importance, enfin, du manque que vous trouvez en EHPAD d'aide sociale et de la nécessité de travailler sur le dossier social en même temps ou même préalablement au dossier de santé. Les dispositifs d'appui à la coordination, c'est un élément structurant qui a vocation à aider sur les cas complexes, mais aussi à travailler sur ce sanitaire social. Donc, on est très heureux d'avoir avec nous Loïc Massardier. Donc, merci de votre point de vue. Donc, aujourd'hui, en tant que porteur de dispositifs d'appui à la coordination sur l'état des lieux et vos souhaits pour la suite, pour progresser sur ces sujets de coordination, notamment en service des personnes âgées. Merci. Écoutez, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui ont été dites, qui sont extrêmement intéressantes. Je vais essayer de me rassembler pour soulever quelques points. C'est vrai que l'activité des dispositifs d'appui à la coordination, elle se tourne essentiellement autour des situations qu'on appelle complexes et qui sont donc, par définition, trop complexes pour être gérées dans le cadre des organisations qui sont
sont préexistantes et que chaque professionnel déploie au quotidien sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on a un point de vue souvent un peu particulier, d'autant plus que moi j'ai l'habitude de présenter les TAC comme des dispositifs d'une part d'intermédiation, c'est-à-dire dont le rôle est de porter une évaluation globale sur une situation en incluant toutes ces dimensions et de faire le pont entre chacune des organisations qui ont été décrites aujourd'hui et qui sont parfois enfermées dans des bulles qu'on connaît tous, sanitaires. Alors, on a le débat entre le ski hospitalier et ce qui est de ville, toute l'organisation médico-sociale sur les territoires, et puis toutes les organisations décrites comme faisant partie du social. Je peux comprendre qu'il y avait quelqu'un représentant du conseil départemental. Voilà, c'est toutes des organisations et des professionnels qu'on sollicite au quotidien. Et donc un dispositif d'intermédiation et un dispositif interstitiel qui est là où tout ça mis ensemble ne semble pas fonctionner. Donc ce qui nous offre un regard un peu particulier. Moi je dirais que ce qui a été dit est vrai, c'est-à-dire qu'il faut confier une responsabilité populationnelle aux grands acteurs de la prise en charge de la personne âgée, qu'elle soit à domicile, à l'hôpital ou dans des parcours intermédiaires, parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de se tourner les uns vers les autres, ce qui n'est pas une mince affaire au quotidien. Voilà, tout à l'heure on prenait des paris un peu. Je suis prêt à parier que dans une organisation intra-hospitalière qui traite des parcours complexes, il n'y a pas beaucoup d'acteurs issus du domicile ou du monde social. Et inversement, dans les organisations territoriales qu'on construit dans le secteur plutôt médico-social, on y retrouve. Alors c'est vrai qu'il y a les CPTS qui arrivent aujourd'hui qui changent un peu la donne, mais globalement, on n'y retrouve pas beaucoup d'acteurs, inversement, du monde sanitaire et encore moins hospitalier. Alors de l'expérience que j'ai de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a une instance, enfin en tout cas un espace de conversation qui permettait un peu cette rencontre, c'est les filières gérontologiques qui font la différence entre ce qu'est une filière gériatrique organisée par le monde plutôt médical, paramédical, et la prise en charge du parcours d'une personne âgée sur un territoire. Et je pense que ces filières-là, et on en a déjà discuté, elles sont à l'évaluation actuellement dans notre région. Alors, même si elles ont très certainement des écueils et qu'on peut toujours discuter de l'organisation qu'elles prennent, elles sont à faire perdurer parce qu'à ma connaissance, c'est le seul espace qui existe qui fait croiser l'ensemble de ces acteurs et de ces mondes. Et c'est vrai que quand on parle parcours complexe, je donne un exemple comme ça qui vient à la volée, mais on parle d'une personne âgée, on l'a déjà décrite, polypathologique, avec des pathologies cognitives, comportementales, etc. Mais c'est une personne âgée qui vit à domicile, parfois avec un de ses enfants qui est inscrit dans une addiction sévère, par exemple, mais qui est aussi le seul aidant de la personne âgée. Si on hospitalise la personne âgée, qu'on la fait rentrer en établissement, eh ben, le fils qui a la maison sait très bien qu'il va falloir vendre la maison pour financer l'EHPAD. Or, si on vend la maison, où va cet aidant? Voilà, donc c'est ce genre de parcours auquel on a affaire, nous, dans nos dispositifs au quotidien, et sur lesquels il faut qu'on arrive à traiter. Parce que des organisations qu'on a décrites comme aujourd'hui, qui traitent de bout de parcours par bout de parcours, suffisent pas à réguler ce genre de situation-là. Donc voilà un peu pour ce qui est de l'aspect organisationnel sur les territoires. Je pense aussi qu'il faut il faut cesser que les acteurs arrivent à seulement tenir compte dans leurs organisations des acteurs des autres bulles. Il faut qu'en fait chaque acteur soit vraiment intégré à son territoire et que les parcours soient pensés ensemble. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent se faire, mais c'est vrai que les expériences que vous avez menées sur Angers, où il y a une régulation des parcours complexes entre la filière gériatrique de l'hôpital et les dispositifs d'appui à la coordination et d'autres acteurs sur le territoire sont intéressantes. C'est des choses qu'on peut très bien mener dans le cadre
filières gérontaux en Auvergne-Rhône-Alpes qui sont intéressantes. Après, je pense qu'il y a quelque chose dont on a touché du doigt aujourd'hui et qui mériterait en soi une journée de débat. C'est toute la partie système d'information, échange d'informations, traçabilité de nos actions. On a beaucoup parlé de Mon Sisra comme si c'était un peu un outil magique. Aujourd'hui, sur le portail Mon Sisra, il y a des outils qui sont dédiés à la coordination de parcours des patients à domicile et qui sont globalement utilisés par les dispositifs d'appui à la coordination, quelques professionnels de ville, quelques acteurs du médico-social, et puis c'est tout. On n'est pas encore connecté pour ce qui est des dispositifs d'appui à la coordination au DMP patient sur Mon Espace Santé, ça va arriver, ce qui va certainement nous ouvrir un peu les chakras. Mais pareil, je donne un exemple, et vous en discutiez aussi, des patients complexes qui sont hospitalisés en sortie de leur hospitalisation, qui doivent intégrer un EHPAD. On a discuté récemment avec certains EHPAD du département, pour ce qui est de l'Ain en tout cas, qui sont habilités à l'aide sociale, qui nous disent, bon, ben, globalement, il y a des patients qu'on pourrait prendre quand on lit les dossiers, sauf que la structuration du parcours et la régulation de l'ouverture de droit sur le plan social est compliquée, on n'a pas de compétences internes, donc on a plutôt tendance à refuser ces patients, donc ils restent dans les lits, etc. Or, en fait, on se rend compte, quand on discute ensemble avec ces EHPAD dans des instances qui sont menées par les clics, par exemple, où on arrive à parler de certaines situations, ils découvrent a posteriori qu'avant l'hospitalisation, il y avait un dispositif d'appui à la coordination qui était présent et qui aurait pu réguler toute une partie du parcours, en tout cas qui aurait pu répondre à cette problématique médico-sociale entre le moment où le patient arrive dans le lit et au moment où il en sort pour aller à l'EHPAD. C'est des choses qui peuvent se faire, sauf que la communication ne se fait pas. Nous, ce qu'on ne sait pas faire, DAC, c'est le repérage, en fait. Donc on peut se mettre en jeu sur tout un tas de situations, mais il faut qu'on arrive à réguler les manières dont on se sollicite les uns les autres et la manière dont on arrive à s'identifier. À mon avis, un dossier patient partagé, ou en tout cas une interopérabilité entre les différents systèmes d'information, outils métiers, etc., alors je ne dis pas que c'est un impensé, ça fait plutôt un serpent de mer. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, en tout cas, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. On a aussi beaucoup parlé d'extériorisation, enfin, en tout cas de se projeter sur l'aller vers. Moi, je suis complètement d'accord pour dire qu'en effet, il faut renforcer les dispositifs d'aller vers et que ce soit les équipes mobiles de gériatrie sur les territoires qui, nous sont d'une ressource indispensable pour pouvoir porter les évaluations expertes et organiser les parcours. Et aussi, je compléterais l'EHPAD hors la mur, l'EHPAD ressources. C'est aussi ça, je crois que dans les missions quand même des centres ressources territoriaux, il y a cette organisation et cet accompagnement intensif du quotidien entre un EHPAD qui peut mettre à disposition une aide-soignante ASG pour organiser une activité en complément de ce que fait déjà le SIAD, l'infirmière à domicile, et le service à domicile. Donc voilà, tout ça cumulé fait que on arrive à organiser des parcours et à traiter des situations complexes. Encore faut-il qu'on arrive à garder la lisibilité et la spécificité de chaque dispositif et qu'on ne revienne pas, paradoxalement, on a unifié les différents dispositifs d'appui à la coordination sur les territoires, je ne vous fais pas tout l'historique, et on revient y mettre des ressources expertes dédiées à des tranches de population. Donc il faut aussi qu'on arrive à garder la lisibilité sur les territoires. C'est vrai que les appels à projets maintenant commencent à spécifier que pour répondre à un projet, il faut déjà avoir cartographié les ressources et conventionner avec les dispositifs existants pour régler ce problème de lisibilité. Donc, mais à mon avis, c'est encore à renforcer. Et puis au quotidien, moi, je ne refais pas toute l'histoire, mais on a aussi en effet des problématiques d'accès aux établissements, aux droits communs. On a parlé des places d'EHPAD, on peut parler dans l'EHPAD des unités de vie protégée, par exemple, qui sont une problématique majeure du quotidien d'un dispositif d'appui à la coordination, mais de tout professionnel de santé. Voilà, en quelques mots. Merci.
aussi juste un petit mot sur les disputes d'appui à la coordination. Enfin, moi, je pense que c'est quelque chose d'important. Alors, je pense que vous trouverez une oreille aussi attentive avec avec Cécile Gourège, récente directrice régionale donc de l'ARS, puisque quand elle était à DGOS, elle a appuyé à la coordination. Donc, est poussé, je peux dire, d'appui à la coordination. C'est un sujet sur lequel je sais attaché. Pour terminer cette table ronde, Thomas, donc est déjà intervenu dans la précédente table ronde, mais peut-être voilà votre point de vue sur donc sujet rapidement, puis sur la structuration de demain. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments de pulse. Bon, mon sentiment, c'est quand même, on a l'impression, oui, il y a beaucoup d'éléments de pulse, mais est-ce que le pulse fait en sens et lisible par les uns les autres? Je ne suis pas totalement encore convaincu. Alors, je ne suis pas non plus convaincu que le pulse fait sens. Alors, j'ai bien aimé ce qu'a dit M. Lemoigne sur le fait qu'on doit aussi aller au-delà de ce que nous demandent finalement les financeurs et qu'il faut être inventif pour justement fluidifier les parcours. Et je pense que si on veut que le pulse fasse sens, il faut que nos équipes aillent sur le terrain pour comprendre les difficultés des uns et des autres. Et je trouve que les témoignages des différentes EHPAD qui disent que ce qui leur pose des problèmes, c'est des patients en attente d'aide sociale ou en attente de protection juridique, alors qu'en même temps, il y a des difficultés d'accès à des hospitaliers, alors que les EHPAD ne sont pas pleines. Pour moi, ça montre un gros trou dans le pulse. Alors, nous, on a mis en place un dispositif qu'on appelle à CORIS, et Commission d'orientation des résidents inter-établissements, où justement le CHU porte la problématique sociale avec les assistantes sociales qui font les démarches de protection juridique, des médecins experts au sein du CHU qui font les expertises en avance, comme ça tout le dossier est fait. Les EHPAD qui participent s'engagent à prendre même en attente de la protection juridique ces patients avec un accompagnement du CHU. Ils prennent aussi des patients complexes avec une assurance de l'hôpital qui est comme Darty, c'est garantie à vie, on reprend le patient. Et ça permet aussi de reprendre le patient en long séjour si son état se dégrade. Alors ce que je veux dire par là, c'est un petit dispositif comme ça, mais qui nous a permis d'énormément fluidifier notre filière puisqu'on a réussi à, c'est pas un gros mot, à avoir une DMS qui a baissé avec même une IPDMS en dessous de 1 et que notre objectif, c'est pas de tourner pour tourner, mais c'est de mettre en place, d'utiliser les moyens qu'on nous donne de façon la plus efficace possible. Et je crois réellement qu'il manque dans tout ce puzzle, finalement, un guichet unique qui permette d'associer toutes ces cartes du puzzle. Et j'ai eu, lors de la préparation de cette table ronde, la réflexion de notre collègue qui coordonne les DAC. Je pense qu'en effet, à l'image de ce que fait Angers, une vraie coordination de territoire avec les gens du domicile, les DAC et différentes associations, les personnes de l'hôpital, les personnes des SSR et les personnes des EHPAD, pourrait être, à mon avis, une façon de résoudre en partie ce problème du puzzle. Merci Thomas, merci d'avoir appelé l'attention sur cette expérience très intéressante, effectivement, donc sur le travailler social sanitaire et aussi, j'oublie toujours le nom, comment vous l'appelez déjà, oui. Donc je trouve ça tout à fait intéressant, effectivement, et je pense qu'effectivement ça fait partie des éléments du pulse qui sont quand même des éléments. Enfin voilà, moi j'insiste beaucoup sur le sujet sanitaire social parce que je crois et beaucoup de témoignages effectivement l'ont évoqué. En fait, dans le parcours, voilà, et que dès qu'on est sur des parcours complexes, on trouve ces éléments-là très fortement. Et donc tout ce qui peut concourir à ce que les acteurs travaillent de façon le plus anticipée possible sur ce sujet me semble vraiment important. Un petit mot, Raymond, peut-être, donc pour je vais pas conclure cette table ronde, mais votre regard sur donc et ma question un petit peu tout à l'heure, est-ce que justement, enfin, on sent la bonne volonté de tous les acteurs? Oui, je pense que voilà, enfin, beaucoup d'acteurs sont convaincus, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pour aller plus loin, vous l'avez dit vous-même, sans forcément attendre les prescriptions du national sur telle ou telle organisation, mais plutôt se prendre par la main. Comment, enfin voilà, parce que ma question c'est un peu comment mieux travailler ensemble sur un territoire.
Alors, je peux donner la réponse à mes questions, mais je me dis aussi que le gérontopôle peut aussi effectivement jouer un rôle donc, et effectivement pour essayer de faire réfléchir les acteurs ensemble sur ces questions. Je prends la précaution de rappeler que je mesure qu'il y a plein de contraintes, qu'il y a une difficulté de recrutement à l'hôpital, que évidemment c'est pas très compliqué de réfléchir, de se projeter alors que on n'a pas la garantie sur un fonctionnement à minima. C'est vrai aux hospices et peut-être de façon très puissante. Et donc, je prends la précaution de considérer que c'est assez, c'est pas parfois très compréhensible de se projeter sur des nouvelles formes d'organisation, alors que le quotidien est passablement empêché, qu'il y a beaucoup de pratiques professionnelles qui sont des pratiques entravées. Ceci étant rappelé, pour répondre à Dominique, moi je crois fondamental que dans un centre hospitalier universitaire, on va parler des hospices, mais en fait vous allez voir mon propos, une équipe médico-soignante, quand elle a une ambition, elle a un projet, elle doit évidemment savoir raconter ce qu'elle a envie de faire et pourquoi elle veut le porter. C'est-à-dire quelles sont ses valeurs, quels sont les objectifs auxquels elle entend répondre, pourquoi elle est légitime à porter et à répondre à ces objectifs. Il faut évidemment qu'il y ait l'institution, ses responsables médicaux et administratifs et à peu près la capacité d'écoute, d'intelligence collective. Et en fait, l'équipe, on lui dit aussi, mais ça ne suffit pas qu'on soit d'accord, il faut aussi que tu te mettes à la place d'un conseil départemental et est-ce que ce que vous me proposez me permet de répondre à non seulement aux besoins de l'hôpital, en termes de fluidité des prises en charge, d'invention d'une nouvelle médecine du vieillissement, mais est-ce que ce que l'on propose nous permet aussi d'aller intéresser un conseil départemental? Et je lui dis, mais est-ce que nous sommes capables d'avoir un savoir-faire pour animer un collectif d'EHPAD? Non pas l'animer pour être chef de file, mais en tous les cas, ou alors avoir la possibilité de dialoguer avec soit des filières gérontologiques ou des structures ou des médecins coordonnateurs d'EHPAD. Est-ce que ce métier-là, on sait le faire et on sait le faire de façon naturelle et pas uniquement une fois de surcroît ou parce qu'il faut le faire? Et est-ce que ce que nous faisons, nous sommes capables d'intéresser l'Agence régionale de santé et à lui dire, mais peut-être que ce que nous faisons mérite une curiosité de la part de l'agence parce que pourra être reproductible ou pourra susciter un intérêt. En fait, ma réponse est, pour pouvoir promouvoir de nouvelles organisations, des nouveaux intérêts à agir, des nouveaux métiers, ou prendre des risques sur la responsabilité populationnelle, il faut convaincre les équipes, non seulement de créer un état d'esprit où on a envie de faire équipe, bon, ça c'est du management de tous les jours, parfois c'est compliqué, hein, mais c'est aussi de rappeler que la responsabilité d'une équipe médico-soignante dans un hôpital, je parle du CHU, mais j'ai exercé d'autres responsabilités, hein, j'ai même été directeur d'EHPAD, le même étant de surcroît, parce qu'en fait j'ai adoré faire ça, ça m'a obligé à aller chercher un peu plus loin des pratiques professionnelles que je ne suis pas très bon tout le temps. Mais je crois fondamentalement que lorsqu'une équipe elle est capable de dire à une institution, nous assumons une ambition pour ma discipline, nous assumons l'ambition de la discipline par rapport à tout le fonctionnement de droit commun de l'hôpital, mais nous sommes aussi capables de rendre service à ce que peut attendre une ville, une métropole, une collectivité territoriale, un conseil départemental, d'essayer d'imaginer ce qui revient à la puissance de l'État et donc me mettre non pas en situation de dire comment l'État va me donner des crédits, mais qu'est-ce que je peux faire pour rendre service, pour apporter ma quote-part à la mission de l'État, parce que servir l'État, c'est pas très injurieux, c'est un beau métier. Et imaginez comme ça comment je peux travailler. Quand un hôpital, un CHU, sait travailler avec un hôpital de proximité, eh ben, ça nécessite un savoir-faire qui n'est pas uniquement de la verticalité. Quand des hôpitaux publics essaient de travailler ensemble, ça signifie que peut-être ils peuvent se dire comment je travaille avec des structures médico-sociales de façon coordonnée, comment on donne envie aux acteurs, y compris sous la forme de valorisation et de reconnaissance. Ça a l'air comme ça très optimiste, mais l'expérience montre que quand vous créez des intérêts à agir totalement alignés, tout d'un coup, les dossiers se débloquent.
Merci Raymond, merci beaucoup. Il est tard et donc nous allons conclure cette table ronde et moi il m'appartient normalement de faire une très rapide conclusion donc sur cette journée que je vais faire vraiment très rapide, hein, rassurez-vous. Raymond d'abord vient de dire servir l'État, c'est pas un gros mot. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est un peu ça ce qu'il voulait dire. Je suis d'accord, évidemment. Mais bien évidemment, mais je veux dire aussi, puisque vous êtes beaucoup à servir les personnes âgées au quotidien, que tout simplement, voilà, ma reconnaissance aussi pour celles et ceux qui servent au quotidien les personnes âgées, quel que soit leur rôle, quelle que soit leur mission. On sait les conditions un peu difficiles au jour d'aujourd'hui sur ce travail. Et moi, je le dis très sincèrement, voilà, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance pour toutes celles et ceux qui travaillent sur ce sujet. Je sais aussi que vous êtes convaincus qu'on fera encore mieux si on travaille ensemble. C'était l'objet de cette journée. D'échanger. Je pense que c'est vraiment loin d'être inutile. Je remercie l'ensemble des intervenants, l'ensemble aussi des participants à cette journée qui ont posé des questions, qui ont été très actifs tout au long de la journée, parce que voilà, à chaque fois qu'on est sur ce sujet des personnes âgées, on s'aperçoit de la complexité, de la diversité des acteurs, entre du social ou sanitaire, et que si on n'arrive pas à travailler tous ensemble, eh bien, oui, ça va être compliqué. Et puis qu'il faut aller de la prévention, du repérage ICOP jusqu'au cas complexe. Voilà. Et comme disait Raymond, c'est aussi des sujets totalement passionnants et au cœur vraiment de l'évolution de notre système de santé. Et plus encore, enfin, si j'ose dire, moi, c'est souvent le grand âge de notre vivre ensemble même. Donc oui, c'est des sujets fondamentaux. Moi, j'espère, mais je suis sûr effectivement que ces échanges vous ont apporté, enfin, nous apportent à tous. Je remercie encore une fois les uns et les autres, alors de la région, mais aussi celles et ceux qui viennent d'autres régions, hein, parce que, donc on peut beaucoup citer Angers, par exemple, effectivement, qui était inspirant. Donc merci Angers d'avoir été présent donc à cette journée donc lyonnaise. Rhône-Alpine, Auvergne. Je terminerai juste en saluant le Gérontopole et en donnant enfin, tous mes voeux au Gérontopole. Je salue Nathalie et ses collaborateurs. Je, je le disais un peu, hein, je crois que justement une des fonctions du Gérontopole, c'est de faire vivre le dialogue entre tous les acteurs sur un territoire autour des personnes âgées, tout bêtement. Enfin, et susciter des recherches et des travaux, comme on a vu ce matin avec le travail de Bienvenue Bong, mais ensuite, effectivement, profiter de cette étude, de cette recherche, de cette connaissance scientifique pour échanger, dialoguer, faire travailler les acteurs et ensuite essayer de promouvoir des organisations opérationnelles sur l'ensemble des territoires de la région. Voilà. Donc, tous mes voeux pour la suite au Gérontopole. Et je pense que cette journée, ce travail qu'on a fait pour cette journée avec l'ensemble des acteurs, et des acteurs aussi importants sur le territoire, par exemple, que le CHL, eh bien, montre, oui, que les acteurs sont d'accord, effectivement, continuer à travailler ensemble. Et c'est tout mon vœu sur ce défi considérable des personnes âgées sur notre territoire. Merci à tous et bon retour.